Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de l'interview sur Africa 24. Du 6 au 13 juillet 2022, l'Organisation internationale de la francophonie a organisé une mission économique et commerciale en Afrique centrale. Et près de 400 entreprises et opérateurs économiques issus d'une trentaine de pays francophones ont répondu présents à ce rendez-vous d'affaires. Pour parler des enjeux de cette mission et dresser son bilan, nous recevons sur ce plateau M. Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique. Henri Monceau, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Alors, 2 ans après l'adoption de la nouvelle stratégie économique de la francophonie pour la période 2020-2025, pouvez-vous nous faire le point de la mise en œuvre de cette stratégie ? Eh bien, vous voyez, nous sommes ici à Kigali à l'occasion de cette deuxième mission économique et commerciale. Donc, nous sommes là déjà dans le vif du sujet. Cette stratégie qui a été adoptée par les ministres francophones en novembre 2020, elle est déjà bien déployée puisque à la fois sur le terrain de l'intensification des échanges économiques au sein de l'espace francophone, grâce notamment à ces missions économiques et commerciales, sur le plan également de la formation des jeunes et notamment de la formation au numérique afin de permettre qu'une proposition de valeur réellement endogène, propre au continent africain soit mise en œuvre, soit développée. Là aussi, nous avons des premiers résultats très encourageants. Sur le plan de l'entrepreneuriat également, notamment de l'entrepreneuriat féminin avec notre programme Pionnière qui vise à permettre à des entreprises en croissance d'accéder au financement. Voilà, tous ces programmes sont en cours de déploiement. Ils ont tous déjà de premiers résultats très très encourageants et nous pensons par conséquent que cette stratégie économique, elle est pertinente et elle permet d'améliorer la situation de l'espace francophone à un moment où elle en a bien besoin, cette situation économique dans le monde entier, mais notamment dans nos pays, après la crise de la Covid, aujourd'hui alors que nous avons ce conflit ukrainien qui affecte l'économie mondiale, il est nécessaire en effet de pouvoir repenser les chaînes de valeur, de pouvoir travailler différemment, de pouvoir recréer des alliances. C'est ce que nous nous employons à faire. Alors, selon l'ouvrage intitulé « L'impact économique des langues » de Cécile Carrère, publié en 2016, le partage du français permet d'augmenter de 22% les échanges commerciaux réalisés entre les pays francophones et donc d'accroître de 6% en moyenne la richesse des habitants de ces pays respectifs, autant pour moi. Alors, dites-nous, dans le contexte actuel, dans quelle mesure le partage du français peut-il être un avantage compétitif ? Absolument. Ce que vous évoquez, l'étude que vous mentionnez, elle a analysé la situation des échanges après la crise de 2008, la fameuse crise des subprimes. Et ce qu'ont montré les chercheurs sous la direction de Céline Carrère de l'Université de Genève, c'est que, en réalité, les échanges qui se faisaient en français dans les pays francophones ont eu une croissance beaucoup plus forte que les échanges se faisant dans d'autres langues. Pourquoi ? Parce que les relations d'affaires sont basées sur la confiance. Si vous travaillez en termes d'émission de contrats, en termes de règlement des différends, c'est-à-dire si vous prévoyez que votre arbitrage va se faire dans une langue que vous maîtrisez plutôt que dans des langues qui vont nécessiter de faire appel à des avocats internationaux, etc. Ou encore si vous déposez un brevet en français, par exemple. Et la même chose vaut bien sûr pour les pays hispanophones ou lusophones ou arabophones. Eh bien, vous avez un gain de confiance qui accélère également les transactions et donc qui permet en effet d'aller beaucoup plus vite et d'aller plus en profondeur par rapport au rétablissement de relations économiques. Parlons justement de coopération économique entre les États francophones. Pour la deuxième édition des missions économiques et commerciales, la francophonie a choisi 2 pays africains, le Gabon et le Rwanda. Pouvez-vous nous donner les raisons des choix de ces pays ?
D'accord. Il faut d'abord bien comprendre la dynamique de ces missions économiques et commerciales. Elles visent à intensifier les échanges au sein de l'espace francophone. L'espace économique francophone, aujourd'hui, c'est 15% de la population mondiale, 20% des échanges, 20% du commerce international, 16% du PIB. Donc, c'est quelque chose de considérable à l'échelle de la planète. Mais nous pensons que cet espace est encore sous-exploité aujourd'hui par rapport aux relations intra-francophones. Alors évidemment, il est dispersé, l'espace francophone, il est présent sur les 5 continents. Donc bien entendu, les pays vont souvent établir des relations économiques en fonction à la fois de la structure de leur économie propre, de ce qu'ils ont comme atout ou des importations dont ils ont besoin. Et pour cela, ils vont chercher des acteurs d'abord autour d'eux éventuellement, ou parfois plus loin en fonction des besoins spécifiques. Mais nous pensons qu'en créant ces interactions sud-sud ou tripartites d'ailleurs en termes d'échanges économiques, eh bien de nouvelles réponses peuvent être apportées. Donc il est important de couvrir tout l'espace francophone. La première mission s'est donc effectuée en Asie du Sud-Est. Il y avait une demande très claire de ces pays et de la même façon, nous avons décidé pour la deuxième mission de venir vers l'Afrique centrale. D'une part parce que les pays présents en Asie du Sud-Est étaient notamment ceux qui ont été retenus pour la mission. Il y avait une appétence déjà de la part du Gabon et du Rwanda vis-à-vis de l'établissement de ces liens avec l'Asie, et d'autre part parce qu'au terme d'une première étude de faisabilité, c'est comme ça que nous fonctionnons, nous avons pu identifier ces 2 pays. L'idée est de progressivement couvrir tout l'espace francophone. Notre secrétaire général, Madame Mushikiwabo, a annoncé hier qu'en 2023, nous serions en Europe pour la 3e mission économique et commerciale. Probablement, il y en aura une 4e toujours en 2023 et qui pourrait, elle, se déployer en Amérique du Nord. Donc, comme vous le voyez, nous allons progressivement toucher toutes les sous-régions de l'espace francophone. Alors, durant les travaux qui se sont déroulés à Libreville et à Kigali, 3 principaux thèmes ou secteurs d'activité ont retenu votre attention. Il s'agit notamment de l'agro-industrie, des biens et services numériques, mais aussi des énergies renouvelables. Pouvez-vous nous donner les raisons qui justifient le choix de ces 3 secteurs d'activité? Oui. Alors là aussi, il n'y a pas rien qui soit coulé dans le marbre finalement, non, coulé dans le bronze plus exactement. En fait, on peut imaginer que d'autres secteurs seront également explorés. Ici, très clairement, là aussi, la demande et la structure économique des pays voulaient que ces enjeux soient explorés prioritairement. Pour ce qui concerne les agro-industries, elles caractérisent aujourd'hui plus de 50% des petites et moyennes entreprises sur le continent africain. Donc clairement, c'est un enjeu majeur. C'est un enjeu qui est lié aussi à des besoins de première nécessité et pour lesquels, on le voit par exemple avec la crise en Ukraine où nous avons un blocage des exportations de blé de la part de ces pays, ce qui conduit directement certaines filières sur le continent à se réinventer pour permettre de satisfaire aux besoins alimentaires. Eh bien, il nous semblait vraiment important de continuer à travailler sur ce secteur, même si on n'avait pas anticipé, je vous rassure, la crise en Ukraine. Mais on sait qu'il faut diversifier les solutions, et c'est à ça que servent aussi ces missions. Les énergies renouvelables, vous évoquiez le besoin énergétique du continent. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de décentraliser, de déconcentrer la production énergétique. Avec les filières solaires notamment, ou éoliennes, ou d'autres encore, il y a aujourd'hui des possibilités de répondre aux besoins énergétiques de l'Afrique d'une manière qui soit innovante, qui soit extrêmement agile et qui permette d'aller très vite. C'est décisif pour tout le déploiement du continent et on a vu que parmi les entreprises qui étaient présentes ici, d'ailleurs, certaines ont très vite signé des accords avec des partenaires parce qu'ils voient bien comment rendre complémentaire leur action. Et enfin, biens et services numériques, bien là aussi, nous sommes dans une dimension transversale qui est fondamentale pour le développement
de tous les pays du monde, mais particulièrement pour le développement du continent. Et il est, de ce point de vue-là, le continent africain extrêmement dynamique. Il y a aujourd'hui des propositions, des solutions qui sont proposées, qui sont vraiment extraordinaires. Et nous souhaitions donner l'opportunité également à ces entreprises de pouvoir échanger à travers cette plateforme que sont les missions économiques et commerciales. Et dans le cadre de ces missions économiques et commerciales que vous avez organisées en Afrique centrale, quelles sont vos attentes pour l'Afrique au lendemain de ces missions économiques et commerciales ? Alors, d'une manière globale, vous évoquiez notre stratégie économique. Elle repose sur un postulat clair qui est de considérer que dans une économie globalisée, à l'ère numérique, il est extrêmement important de développer des propositions de valeur endogènes, des propositions de valeur qui soient spécifiques au territoire. Et pour éviter justement que ces territoires ne deviennent simplement de grands marchés qui sont inondés par des produits fabriqués très loin ou qui parfois sont liés à des conceptions, je dirais, venues de grandes entreprises multinationales, mais qui finalement ont le désavantage de considérer les citoyens comme de simples consommateurs. Non, nous voulons des acteurs économiques. Nous voulons développer l'entrepreneuriat. Nous voulons développer les propositions spécifiques. Ça, c'est très, très important et c'est ce qui se fait aussi à travers ces missions économiques, puisque, en fait, pour créer de l'innovation, souvent, il faut pouvoir permettre à des solutions différentes de se rencontrer un peu à la manière de la dialectique pour formuler une nouvelle proposition. Eh bien, c'est ce que nous voyons là dans les deals, dans les accords qui sont signés entre entreprises dans cette mission économique. Il y a beaucoup de nouvelles solutions qui vont venir parce que les acteurs se rencontrent, voient que ce qui a été pensé au Burkina Faso ou en Tunisie peut utilement contribuer à développer un produit qui existe déjà au Rwanda et qui va prendre du coup une autre orientation. C'est ce type d'interaction que nous voulons stimuler, encourager. Nous voulons créer des conditions qui leur permettent d'émerger dans de bonnes conditions. Et quel bilan faites-vous de cette mission économique et commerciale tenue ici en Afrique centrale ? Écoutez, c'est un bilan qui est extrêmement positif et je suis très heureux et très fier de pouvoir vous le dire parce que, vous savez, dans le monde des affaires, on est souvent assez discret sur ce que l'on concocte, sur ce qui se passe dans la cuisine. Et nous, c'est ça, ce que nous faisons. Nous avons une grande cuisine ici que nous organisons. Et là, nous avons déjà probablement 30 accords qui vont être révélés d'ici la fin de la mission. Il y en avait une douzaine hier soir, au deuxième jour de l'étape rwandaise de cette mission économique et commerciale. Beaucoup se sont ajoutés aujourd'hui et donc nous pensons que nous allons atteindre le chiffre de 30 accords. Ce qui n'est jamais que la partie émergée de l'iceberg, puisque en réalité beaucoup d'autres relations simplement se sont nouées, n'ont pas encore débouché sur un mémoire d'entente ou sur un premier accord, et ça va venir dans 15 jours, 6 mois, 1 an, parce que parfois des choses doivent vraiment se négocier finement ou doivent être élaborées. Mais avoir comme ça, au sortir de la mission, 30 deals que l'on peut afficher, où on peut dire telle entreprise, par exemple du Gabon, qui est active en matière d'éducation au numérique, a signé un accord avec telle autre entreprise du Cameroun, je donne un exemple précis, qui, elle, travaille dans le secteur des agro-industries et notamment de l'agriculture urbaine. Et grâce à une application qui va être développée par la première entreprise, l'objectif est de convertir un maximum de citoyens camerounais de passer à l'agriculture urbaine. Voilà, il y a là des choses assez formidables qui sont en train de se jouer et des exemples comme ça, je peux vous en donner une trentaine. Et quelles sont les dispositions que vous avez prises à votre niveau, vous de la francophonie, pour garantir la sécurisation de ces contrats ?
C'est une très bonne question parce que, en effet, ce qui est fondamental, c'est le cadre des affaires. C'est pas simplement à un moment donné de se dire on peut faire quelque chose ensemble. Ça restera simplement une idée si derrière il n'est pas possible de sécuriser des transactions, s'il n'est pas possible de, par exemple, prévoir des mécanismes de règlement différents qui soient fluides, etc. Donc le travail que fait la francophonie est nous sommes une organisation internationale, donc c'est un travail que nous faisons avec nos États et gouvernements membres. Nous nous attachons notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la zone de libre-échange sur le continent africain, la ZLECAf, à faire en sorte que nos États puissent faire des propositions sur ce cadre d'affaires, à la fois par rapport aux services bancaires, mais aussi notamment sur cet aspect du règlement des différends. Il y a un mois à peine, nous tenions une réunion avec plus de 20 États africains francophones à Accra, près du siège de la ZLECAf, pour travailler sur ces règlements de différends. Ça, c'est un aspect, je dirais, qui est un peu macro. Nous avons aussi une action qui est beaucoup plus méso, comme disent les économistes, à l'échelle des pays et des sous-régions, qui consiste, là nous commençons, mais nous avons beaucoup d'espoir dans cette action, qui consiste à rassembler les acteurs du secteur bancaire pour qu'ils puissent construire des canaux communs de sécurisation des transactions. Nous allons, dans les mois qui viennent, tenir des ateliers dans toutes les régions de l'espace francophone sur ce sujet, avec les acteurs du secteur bancaire, pas des académiques, on doit être vraiment dans le concret, et nous espérons, d'ici 1 an et demi à peu près, pouvoir faire converger toutes ces idées et tous ces besoins, parce que nous allons associer les entrepreneurs pour qu'eux fassent remonter leurs problèmes, pour qu'ils puissent dire très concrètement ce dont ils ont besoin. Nous espérons pouvoir rassembler tout ça pour faire des propositions qui vont entrer en vigueur rapidement et qui vont donc permettre à l'espace économique africain francophone d'être performant, peut-être de devenir un exemple à l'échelle internationale. Vous parliez tout à l'heure de la zone de libre-échange continentale. Aujourd'hui, le défi est au-delà du redimensionnement économique du projet francophone. Ce que moi je voudrais comprendre, c'est comment est-ce que la stratégie de l'OIF, notamment sur le plan numérique, pourrait s'adapter dans le cadre de la ZLECAf pour booster la compétitivité des entreprises africaines. Vous savez, nous vivons tous dans une maison commune. Et il est important, pour que cette maison soit habitable, que l'air y soit respirable, que tout le monde soit associé de la même manière et que tous les peuples soient traités de façon équitable. Ça nécessite un travail en faveur du développement. C'est ce en quoi s'est engagé depuis sa fondation la francophonie. Je rappelle qu'il s'agit là quand même d'une organisation africaine fondée par 3 chefs d'État africains qui étaient les premiers présidents de leur pays ayant récemment accédé à l'indépendance à l'époque, puisque nous sommes en 1970, au moment où se crée l'ancêtre de ce qu'est aujourd'hui l'OIF. Léopold Sédar Senghor au Sénégal, Amani Diori au Niger et Habib Bourguiba en Tunisie. Et donc s'ils font cela, c'est parce qu'ils veulent coaliser les acteurs africains, mais au-delà francophones, pour peser dans le débat mondial. La ZLECAf, aujourd'hui, c'est un projet de même nature. Et en tant que Africains engagés au sein de la francophonie, nous voulons y contribuer, nous voulons faire en sorte que les pays francophones du continent jouent un rôle moteur, un rôle pionnier qui permette à tous de mieux prospérer. Il ne faut pas entrer dans des schémas économiques qui se réduirait au fait de penser que l'on va pouvoir faire des gains en exploitant certaines zones ou en exploitant certains peuples. Ce n'est pas notre vision. Notre vision, c'est qu'il faut que la croissance soit réellement partagée, et pour que la croissance soit partagée, il faut des règles, il faut un cadre qui facilite les échanges.
La Commission économique de l'Union africaine a estimé que le potentiel de croissance des échanges du fait de la seule ZLECAf était de 60%, c'est énorme. Eh bien, il faut tout faire maintenant pour que cette prévision puisse se réaliser. Le numérique, dont vous parliez tout à l'heure, est un secteur qui retient particulièrement votre attention, votre qualité de directeur de la francophonie économique et numérique. Dites-nous, quel rôle joue le numérique justement dans la stratégie de développement de la francophonie et comment la francophonie compte-t-elle participer à l'accélération du numérique sur le continent africain ? Oui, le numérique est fondamental parce que si nous sommes dans un monde globalisé, c'est parce que le numérique est là. C'est pas seulement une question de transport de biens et de services. Aujourd'hui, l'information est instantanée. Et donc, l'accès au numérique, et que je dirais plus que l'accès, plus que simplement la connectivité, le fait de pouvoir déployer ses propres propositions à travers le numérique, le fait que des commerces, par exemple, existent aussi sous forme de commerce électronique ou que des solutions de paiement soit mobile, est quelque chose d'indispensable au développement. C'est pour cela que la francophonie s'est dotée non seulement d'une stratégie économique, mais aussi d'une stratégie numérique qui vient, elle, d'être revue en fin d'année dernière. Et là aussi, les ministres de la conférence ministérielle de la francophonie a adopté cette nouvelle stratégie. Concrètement, cela veut dire quoi dans le cas de l'Organisation internationale de la francophonie ? Eh bien, c'est d'abord la formation des jeunes, à la fois pour lutter contre l'électronisme, pour éviter que on n'utilise pas bien et pas suffisamment ce vecteur numérique, mais aussi pour former les talents de demain, pour s'assurer que le continent dispose de ses développeurs, dispose de ses créateurs numériques, des acteurs de toute la chaîne numérique, de telle sorte que, en effet, là aussi, l'Afrique puisse être un acteur déterminant. Je vais vous donner 2 chiffres, en espérant ne pas ennuyer vos téléspectateurs, mais d'abord des chiffres en termes de connectivité, taux de connectivité. L'Union internationale des télécommunications a mis en évidence le fait que aujourd'hui l'Afrique c'est 28% de taux de connectivité moyen. Il y a des disparités qui sont assez fortes, à la fois entre zones, mais aussi simplement entre espaces urbains ou ruraux, évidemment, mais la moyenne c'est 28%. L'Europe, c'est 82%. L'inversion des chiffres. C'est le territoire le plus connecté, avant même l'Amérique du Nord. Or, maintenant, je vous donne la deuxième partie des chiffres qui, cette fois-ci, viennent également des Nations Unies, mais de la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, la CNUSED. Eh bien, la valeur qui est générée aujourd'hui par les plateformes, c'est le principal vecteur de l'économie numérique, hein, les plateformes que nous connaissons tous, les Google, Facebook et autres, la valeur qui est générée par ces plateformes, elle va à 90% à 2 pays. Les États-Unis, 63%, la Chine, 27%. L'Europe, 82% de taux de connectivité, ce n'est que 3,4% de cette valeur. L'Afrique, seulement 28% de taux de connectivité, c'est 3%, quasiment autant que l'Europe. Donc, ceci nous indique qu'il ne suffit pas d'être connecté, il faut une bonne appropriation du numérique et il faut surtout être, encore une fois, dans une proposition de valeur endogène. On parle beaucoup actuellement du métaverse, par exemple. Le métaverse, vous savez, c'est cette réalité augmentée qui va permettre de faire beaucoup de choses, notamment en matière d'éducation, d'une façon totalement différente. Pour créer un métaverse, pour créer un environnement total de métaverse, ça nécessite le travail de 300 développeurs pendant 2 ans. C'est pas énorme. On peut former évidemment beaucoup plus que 300 développeurs. Aujourd'hui, ce programme Déclic, qui est centré sur la formation des jeunes au numérique, et notamment des jeunes femmes, il est déployé dans 10 pays, il concerne 20 filières de formation et nous espérons pouvoir doubler tout cela dès l'année prochaine. L'objectif est de former à la fois en termes de formation spécifique à des métiers pointus, mais aussi des métiers plus généralistes, et d'autre part
en termes de littératie numérique, de lutte contre l'électronisme. Nous espérons pouvoir former plus de 250 000 jeunes d'ici la fin 2025. Vous parliez de connectivité tout à l'heure, dont l'Afrique bénéficie d'un taux de croissance plus ou moins accru et une bonne appropriation de l'outil Internet. Je voudrais comprendre, cette amélioration du taux de connectivité signifie-t-elle que la transformation numérique du continent est en passe d'être réussie ? Alors, le continent progresse très très vite sur le plan numérique, à la fois, je dirais, en termes d'infrastructures. Il y a notamment, vous le savez, un consortium international qui est en train de poser un câble qui va entourer complètement l'Afrique, ce qui va permettre à tous les pays côtiers de bénéficier d'un bien meilleur accès à Internet, mais aussi aux pays plus centraux, parce qu'il existe aujourd'hui des dispositifs de boost de la connectivité à partir de ce que l'on appelle le backbone, le squelette initial. Donc il y a d'autres solutions, vous en avez entendu parler, notamment ces satellites légers qui sont déployés massivement, qui vont permettre d'amplifier la connectivité. Mais encore une fois, la connectivité, elle n'est rien si vous n'avez pas la maîtrise du numérique, si vous n'absorbez pas finalement ces technologies. Donc l'action qui consiste à former, et aussi d'ailleurs à former les cadres au niveau national, parce que tout cela fait l'objet aussi d'arbitrages internationaux, de décisions, de négociations qui se tiennent. Il y a notamment depuis 2 ans des négociations qui se tiennent à Genève sur le commerce électronique. Il y a seulement 5 pays africains qui sont présents dans ces négociations. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a un déficit de capacité. C'est à cela que nous nous employons. Nous essayons vraiment de faire en sorte que demain, le continent soit un acteur majeur, et nous sommes très optimistes quant à la possibilité d'y arriver. Monsieur Henri Monceau, pour sortir de cet entretien, 13 pays membres de la francophonie sont issus de la région du Sahel en Afrique. Une région qui est en proie à de nombreuses crises sécuritaires, le terrorisme notamment. Quelle est la stratégie de l'Organisation internationale de la francophonie pour améliorer la sécurité et par conséquent le climat de ces affaires, le climat des affaires autant pour moi, dans cette partie du continent africain ? Oui, vous savez que l'action de la francophonie au Sahel est une action importante. Notre secrétaire générale, Madame Louise Mushikiwabo, a désigné un représentant pour la région. Il y a une implication forte, notamment de notre direction des affaires politiques sur le terrain. Et il y a par ailleurs aussi tout un soutien qui est apporté aux missions de maintien de la paix des Nations Unies, notamment à travers la formation des militaires qui sont déployés sur le terrain. Ça, c'est le volet, je dirais, politique et sécuritaire. Mais dans ce nexus paix, sécurité, développement, il faut aussi, en effet, promouvoir les affaires. C'est pour ça que nos projets en matière de formation du numérique, nos projets en matière de soutien aux entreprises, et notamment aux entreprises en croissance à travers les pionnières, ou les missions économiques et commerciales, impliquent aussi, bien sûr, les acteurs du Sahel, y compris du G5 Sahel, de telle sorte que nous puissions continuer le travail en matière économique et favoriser une reconstruction par les affaires également. Monsieur Henri Monceau, directeur de la francophonie économique et numérique, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi cette édition de l'interview. Retrouvons-nous très bientôt pour une nouvelle édition sur Africa 24. Et en attendant, l'actualité se poursuit sur Africa 24 et africa24tv.com.